retour de notre émission spéciale Cannes. C'est la dernière partie. Notre invité, Georges Gembus, qui est agent de joueur. Il est camerounais. Et Alpha Baldé, lui qui est président du site 100% Foot, il est guinéen, journaliste. Et puis Joël Montlouis qui est avec nous, qui fête son anniversaire, je vous le redis si vous n'avez pas pris l'antenne en début d'émission, qui est éditorialiste chez nous. Et puis... Le gâteau après, et puis peut-être boire autre chose, peut-être de l'eau l'eau va couler. Toujours. Et puis notre instant web, un rappel pour vous signaler que vous pourrez continuer à intervenir. Et puis justement, la question qui a été posée, souvenez-vous, par Joël Gaël Onana, quelle politique mettre en œuvre afin de donner à l'Afrique sa place qui est la sienne dans le football mondial? Tiens, est-ce que vous voulez dire un petit mot à ce sujet rapidement? Quelle politique mettre en œuvre afin de donner à l'Afrique la place qui est la sienne dans le football mondial? Je pense qu'on ne doit pas donner une place à l'Afrique. L'Afrique doit aller la conquérir. Aujourd'hui, la place qu'elle a conquise grâce à ses performances, grâce à ses efforts. Il ne faudrait pas qu'il y ait une espèce de compassion pour qu'on nous accorde quoi que ce soit. Il faudrait que par nos compétences, par notre façon de travailler et par notre engagement et notre motivation, qu'on soit à la place qu'on mérite et pas celle qu'on nous a accordée parce qu'il fallait juste nous l'accorder. Alpha, en deux mots, et après je suis un peu d'accord avec lui, sauf que moi, dans la question en elle-même, moi, je trouve qu'il faut quand même beaucoup d'investissement humain de notre part, c'est-à-dire une bonne gestion, se remettre en question, se remettre en cause, ne pas croire que tout est acquis et travailler très dur, accepter que le foot est professionnel et mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, surtout ça. Joël Montlouis. Effectivement, je pense que tout est question de management parce que les talents, le football africain les a puisqu'il alimente notamment énormément le football européen. Mais entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on peut faire concrètement, c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, le fait de faire en sorte que la CAN soit une fête qui soit de plus en plus visible, je pense que ça aussi, ça aide à mettre en avant le football africain, ce que font les athlètes africains et par ce fait, via ce biais, on met en avant le football africain et ça va à terme permettre de rendre encore plus visible au niveau mondial le football africain. Merci Joël Montlouis. Jingle, les grands rendez-vous. Le Sénégal, grand favori de cette 31e édition. Ce dimanche, les Lions de la Teranga affrontent la Tunisie. Et donc, il y aura un autre match, mais je vous propose de regarder ce sujet que nous est proposé par Idlet Mirabel Bissou. La deuxième journée de la 38e édition de la CAN s'ouvre ce dimanche 15 janvier 2017. À l'affiche Algérie-Zimbabwe, Tunisie-Sénégal. Sur les installations du stade Rénovation de Franceville évoluera l'Algérie, l'un des géants du football africain. Habituée de la compétition, elle fera face à une équipe du Zimbabwe qui joue au Gabon sa troisième participation à une phase finale de la CAN. Sortie dès le premier tour en 2004 et 2006, c'est un groupe zimbabwéen solidaire qui veut tenter sa chance en 2017 face à une équipe algérienne avertie. Je pense que les forces d'une équipe comme l'Algérie qui va donc affronter le Zimbabwe, ça sera sans doute cette équipe, j'allais dire des joueurs qui sont d'un niveau donné du côté quand même de l'Europe. On sait que l'Algérie a quand même un certain potentiel pas mal du côté de l'Europe. Et lorsqu'on sait surtout que l'Algérie a quand même actuellement le meilleur joueur de l'année 2016 en son sein, à savoir Riyad Mahrez, on dira tout simplement que c'est une équipe algérienne qui est très attendue dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Lors de ses 3 dernières participations à la CAN en 2008, 2012 et 2015, les Lions de la Teranga ont été sortis dès le premier tour avec une seule victoire, de 1 en 2015 contre les Black Stars du Ghana à Mongomo en Guinée équatoriale. En 2017, c'est une équipe mieux structurée avec pour objectif premier la victoire. Et c'est une équipe du Sénégal sur laquelle moi je mise beaucoup parce que vous avez des individualités d'abord. Et puis vous avez un collectif qui est en train d'être bonifié, qui est en train d'être travaillé par un certain Aliou Cissé, qui connaît la tanière justement. L'avantage à ce niveau-là, c'est que vous avez un patron qui est là, qui connaît les joueurs individuellement, qui les connaît collectivement, qui les connaît également dans leur club, qui les suit beaucoup, qui connaît les méandres, les réalités du football sénégalais. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est une équipe du Sénégal qui est aguerrie pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie ne sera pas l'enfant pauvre de cette édition du Gabon. Habituée de la compétition continentale avec aujourd'hui 18 participations, c'est une équipe qui compte redorer son image et imposer à nouveau sa suprématie. Le Polonais Henri Kasperzak s'est donné pour objectif d'apporter un nouveau souffle à cette équipe disparue des avant-postes en Afrique.
Voilà, Kasper Zak, un génial entraîneur. Nous allons voir le tableau des duels avec vous, Georges. Nous allons peut-être commenter Algérie contre le Zimbabwe, voir les statistiques et au classement FIFA. Vous le voyez donc, l'Algérie est à la 38e place. Le Zimbabwe, ça ne me fait pas rire, mais tout simplement, c'est vraiment, il y a un écart considérable. 102e classement pour l'Afrique, 29e pour le Zimbabwe, 5e pour l'Algérie. Participation Coupe du Monde, 0 pour le Zimbabwe, 4 pour l'Algérie, 17 participations à la CAN et 2 pour le Zimbabwe. Et puis les sélectionneurs, vous le voyez, meilleurs joueurs, c'est Riyad Mahrez et Kana Bilat pour le Zimbabwe. Alors nous allons regarder le tableau un peu. Georges, vos commentaires justement? Oui, si on se fie à ce tableau, l'Algérie devrait pouvoir s'imposer assez simplement. Et je pense quand même que, a priori, ça devrait passer. Mais si on se fie au dernier Euro, l'Islande face au Portugal nous a bien fait comprendre que des tableaux et des statistiques, ça ne voulait plus rien dire. Le problème, c'est que ceux qui sont souvent vers l'avant, s'ils ne continuent pas à travailler pour se maintenir et rester leader, ben, ceux qui sont derrière travaillent eux et l'écart qui les séparait s'est réduit. Donc, Zimbabwe, a priori, Algérie, ça devrait passer, mais en général, dans la CAN, comme la différence de rythme n'est pas énorme, parce que la plupart des joueurs jouent dans des championnats professionnels européens, ils sortent d'hiver, ils descendent en Afrique en janvier, c'est très chaud, c'est très humide. C'est pour ça qu'il faut faire une bonne préparation. Voilà, au Qatar. Voilà, quand la différence de rythme n'est pas énorme, ça favorise énormément les affaires des équipes plus petites. C'est ce qui justifie quelquefois les scores très serrés à la CAN entre des soi-disant favoris et des outsiders. Mais bon, a priori, je pronostique un 3-1 pour l'Algérie. Oui, et maintenant Sénégal-Tunisie, vous aurez un exercice difficile, mon cher Alpha Baldé, parce que c'est vous qui allez commenter justement, et nous allons voir qu'au classement FIFA, le Sénégal est 33e, sélectionneur bien sûr c'est Aliou Cissé qui est très très connu, Djibril c'est presque un pote de Djibril qui est de la maison Africa 24, la Tunisie, classement FIFA 35e, vous le voyez, donc pays, il n'y a pas un grand écart quand même, premier pour le Sénégal, oh là là, chapeau pour les Sénégalais, troisième pour la Tunisie, 4 participations pour la en Coupe du Monde. Une pour le Sénégal qui, souvenez-vous, avait battu la France et les Français avaient pleuré à ce moment-là. Alpha Baldé, un petit mot. Non, mais, ça va être l'une des premières grosses affiches de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est sûr. Aujourd'hui, cette équipe de Tunisie, on ne sait pas exactement ce qu'elle vaut sur le continent. C'est une équipe qui est très tactique, qui parvient à faire déjouer son adversaire, qui arrive à imposer un petit faux rythme, qui a des joueurs talentueux techniques, notamment Kazri, qui manie à perfection ses coups de pied arrêtés. Sur les côtés, vous avez de très bons joueurs qui jouent dans le championnat tunisien, qui sont un petit peu expatriés. C'est une très bonne équipe. Elle a joué récemment face à la Guinée, face au Chili. On avait perdu d'ailleurs là-bas 2-0, je crois. C'est une équipe qu'il faudra craindre, qu'il faudra prendre avec beaucoup de sérieux pour le Sénégal. Le Sénégal qui est une équipe qui propose beaucoup de jeux. Et puis surtout ne pas faire de faute à proximité de son but, parce que Kazri, vous l'avez dit, je l'ai vu, Kazri. On avait pris un but sur corner, voilà, c'est pas pour rien. C'est des équipes qui travaillent beaucoup les détails, les coups de pied arrêtés, parce qu'aujourd'hui dans le football, c'est en Afrique qu'on néglige encore les coups de pied arrêtés. Pratiquement 3 coups de pied arrêtés dans un match, ça doit te donner un but dans le match. Voilà, ça c'est une réalité aujourd'hui, soit des tireurs de coups francs, des corners, ça doit être une réalité. Mais pour moi, le Sénégal, je les place favoris, parce que tout simplement... Alors, ils ont beaucoup déçu dans le passé. Ils ont pratiquement eu les mêmes effectifs qu'avant. Ils ont eu beaucoup de bons joueurs. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a un souffle à Aliou Cissé qui les suit. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y croire pour cette équipe du Sénégal. Ouais, et je me retiens. Je retiens aussi un mot que me disait quelqu'un, un collaborateur, qui me disait il a un regard sérieux. On a l'impression qu'il est très méchant. Non, c'est comme quand il était sur la pelouse, quand il était capitaine. C'était lui qui haranguait ses coéquipiers. C'était pas le premier que tu mettais sur la feuille ou le premier que tu regardais à la télé. C'était peut-être Eladi Diop, Bouba Diop, Ferdinand Coly. Mais lui, il était là, au milieu de terrain, il donnait cette voix, il donnait cette envie, il allait voir Bruno Metsu, feu Bruno Metsu, pour prendre le relais sur le terrain, pour aller haranguer un petit peu les Diouf, les bouger un petit peu. C'est un meneur d'hommes déjà. C'est un meneur d'hommes, mais je pense qu'il peut mener ce Sénégal-là. D'accord. Nous allons parler, si vous voulez bien, avant nous allons voir le tableau de ces matchs-là pour le groupe B, avec, je le rappelle, Algérie contre le Zimbabwe, et Tunisie contre le Sénégal à Franceville précisément. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de Sénégalais dans les rues de Dakar pendant ce match, ni du côté de l'Algérie à Alger, il n'y aura pas beaucoup de monde non plus, en Tunisie aussi d'ailleurs pendant le match. Alors vous voyez ces rencontres, bien entendu, je vous rappelle encore une fois, Africa 24 au cœur de cette CAN. Alors messieurs, je vais vous demander aussi votre avis. Tiens, Joël, vous n'avez pas beaucoup parlé, et c'est sur la décision qui a été prise par la FIFA avec 48 nations pour la prochaine Coupe du Monde en 2026. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
au lieu de 32. Moi, c'est un avantage pour l'Afrique. J'ai toujours été favorable, on en avait déjà discuté dans une précédente édition de l'AFC, j'ai toujours été favorable à l'augmentation du nombre de clubs. Tout simplement, et en plus, pour le coup, c'est particulièrement bénéfique à l'Afrique, parce qu'il y aura 16 équipes supplémentaires qui seront présentes, et on avait regardé au niveau 16 équipes pour l'Afrique? Non. Au total. Au total, pardon. Et pour l'Afrique, on pourrait arriver autour de 4 équipes supplémentaires. Donc ça ferait 9, donc 5 et 4, 9. On peut aller jusqu'à 10, parce qu'on peut aller jusqu'à 10 avec ça, c'est à peaufiner au final. Donc effectivement, c'est particulièrement favorable. Après, les détracteurs ont tendance à considérer que la Coupe du Monde égale uniquement surtout les meilleurs... Surtout par exemple, uniquement du côté de l'Espagne, j'ai entendu que la joueurs. Fédération espagnole va faire un recours. Mais je trouve ça... Personnellement, je suis un partisan de l'élitisme, en fait. La Coupe du Monde, voilà, moi je veux bien que ce soit un spectacle où on implique le maximum de personnes, mais pour que ça reste une fête et un spectacle attrayant, mais il faut que le spectacle, il faut qu'il y ait du niveau. Et pour qu'il y ait du niveau, on va le retrouver à la fin de toutes les manières. Ce seront les mêmes équipes. À quoi ça sert? À quoi? Déjà, on a 5 équipes africaines qui arrivent, on n'en a jamais 2 qui traversent le premier tour. À quoi ça sert d'en avoir 9 et en avoir 8 qui sont éliminés? Moi, je reste un petit peu entre les deux. Au fait, je suis pas très élitiste. Je suis pas non plus trop du laisser aller. Il faut laisser tout passer. Parce que en restant dans l'élitisme, faut pas oublier qu'en 82, on n'avait pas 32 équipes à la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Et que la Coupe du Monde était quand même... les adeptes de 82 vous diront que les matchs étaient beaucoup plus attrayants que la formule qu'on a aujourd'hui. Donc si on a réussi à se conformer avec cette formule-là et à la trouver attrayante et n'a pas vouloir la changer, c'est qu'on a quand même réussi à l'adopter. Donc la nouvelle formule qui va être proposée à partir de 2026, c'est qu'on peut aussi l'adopter. Il faut juste donner du temps. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui fait bouger nos habitudes, ça bouscule un petit peu, on n'a pas envie que ça change. Mais quand ça va changer, peut-être qu'on arrivera aussi à s'acclimater avec les 46 équipes qui vont être là. Maintenant, sur le fait que l'Afrique va avoir plus de pays, ou l'Asie par exemple, c'est surtout l'Asie qui est beaucoup gagnante de ce truc-là, avec beaucoup de pays qui vont revenir. Ça peut un petit peu puper l'aider. Vous aurez des matchs en bois qui n'auront pas d'importance. Oui, mais pourquoi ne pas leur donner? On aimerait voir tout le monde jouer au ballon. Comment, de quelle manière? Alors, n'oubliez pas que Costa Rica, pendant les Jeux de Rio, avait quand même sorti, je crois que c'était l'Angleterre. C'est ça. Et je ne me souviens plus, pas l'Italie, c'est l'Italie? Ouais, les Italiens, exactement. Pourquoi ne pas donner leur chance à ces petits pays? Mais les préliminaires, les matchs éliminatoires sont là pour ça, je pense. Moi, je pense que les matchs éliminatoires sont là pour filtrer un petit peu, pour essayer de donner... Le Costa Rica, on n'est pas allé les chercher pour les amener là. Ils se sont battus, ils ont travaillé pour y arriver. Et pour que le football profite aux gens. On va amener 9 nations africaines en Coupe du Monde. D'accord, il y aura des retombées financières, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc moi, je pense qu'il faudrait être un peu plus rigoureux pour pousser les gens à travailler plus, et peut-être au bout d'un moment, si on sent qu'il y a une avancée, il y a vraiment du travail. En Asie, aujourd'hui, ils sont en train de travailler, et il serait logique qu'ils aient... C'est 2026 quand même, hein? Oui, c'est ça, c'est à 98 qu'on a changé l'ancienne formule. Écoutez, donc c'est en 2026, donc c'est pas tout de suite que ça va se faire. Déjà, je ne sais pas combien de matchs de championnat ils auront d'ici 2026, mais déjà, ils ont des calendriers suffisamment chargés. Comme dit Georges, 46 équipes pour une Coupe du Monde, je ne sais pas combien de matchs ça va faire pour la Coupe du Monde. Moi, par exemple, pour te dire, je suis moins choqué de cette solution-là, de ce qui va se passer là avec 46 équipes, qu'aller jouer une Coupe du Monde au Qatar à une période où ça n'arrange personne, quoi. Voilà. Pour moi, par exemple, le vrai problème de la FIFA, c'est des trucs comme ça, d'aller jouer au Qatar, que de nous mettre 46 équipes qui pourront être compétitives au final. Nous allons en arrêter là. Je sais que Issa Yatou aussi était d'accord avec ses... Ah oui, il a toujours voulu les Africains. Oui, mais moi je le défends parce qu'il faut défendre l'Afrique avant tout. Bon. Allez, c'est Gaël Nana nous attend pour analyser les résultats pour les réseaux sociaux. Gaël, c'est à vous. Le football africain, bien qu'ayant beaucoup évolué ces dernières années, fait face à de nombreuses limites qui freinent son développement. Exemple, selon un rapport de la FIFPro, le syndicat mondial des footballeurs, qui a été publié en 2016, 85% des footballeurs professionnels en République démocratique du Congo n'ont pas de contrat écrit. Et pour un salaire situé entre 300 et 600 $, ils n'ont pas de jour de congé. Quelle politique mettre donc en œuvre afin de donner à l'Afrique la place qui est la sienne dans le football mondial? Pour l'internaute Nigel Timban, il faut développer le football africain depuis la base, comme cela se fait en Europe. Cela implique un investissement réel sur la pépinière, la construction de stades dans les quartiers, la mise en place de championnats jeunes, éviter au maximum la corruption
éduquer les jeunes sur le football comme étant un réel métier et sensibiliser sur l'importance du management sportif. Plusieurs réactions nous sont également parvenues sur la formation. En effet, elle est l'un des plus gros chantiers. Le football africain regorge d'un nombre de talents au niveau local, mais malheureusement, il existe un important déficit de formation. Les clubs africains devraient développer leurs centres de formation avec les infrastructures et les éducateurs nécessaires. C'est ce que pense Adrien Moncam, qui nous écrit depuis Nancy en France. Selon lui, il faut mettre en place une politique de formation qui passe par l'investissement dans les infrastructures, l'éducation et la communication. Des solutions locales ont d'ailleurs été développées dans ce sens, notamment au Sénégal avec l'Académie Diambar, mais aussi en Côte d'Ivoire à Abidjan avec l'ASEC qui a vu passer de grands footballeurs tels que Didier Drogba. Selon Coco Kalokala maintenant, le problème réside au niveau du politique. Il exhorte les hommes politiques à moins se mêler du football, mais tout en mettant les moyens nécessaires pour le développer, à savoir la création de stades ou encore la promotion du sport en milieu scolaire. Nous allons conclure, José, avec cet avis de André Hoth qui nous dit qu'il faut donner une vraie place à nos talents et reconnaître le potentiel des uns et des autres. Pour la prochaine émission, cap sur la compétition en elle-même, la CAN 2017. Quelles équipes possèdent, selon vous, les meilleurs atouts pour gagner cette grande compétition de football africain? Vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017. Voilà. Et il y a beaucoup de réactions. Merci Gaël, et puis merci également à Lassana Camara. Merci à Georges Gembus qui nous fait toujours le plaisir de venir ici avec nous. Georges, merci mille fois. Alpha Baldé également, ce sont des fidèles d'Africa 24. Et puis Joël lui, heureusement il n'y a pas d'émission très tôt demain matin parce que Joël ne se serait pas réveillé avec son anniversaire. Merci à tous et puis on se dit à très vite. Salut.